La Serranía de la Macarena, une petite chaîne de montagnes sauvage et isolée au cœur de la Colombie. L'érosion a façonné le paysage, sculptant des formes singulières dans des blocs de quartz et de grès, vieux de plus d'1 milliard d'années. Dans cet univers minéral, l'eau est une ressource essentielle. Elle a donné naissance à des écosystèmes foisonnants de vie, grâce à ses rivières, parmi les plus belles au monde. Située entre les Andes et l'intérieur du pays, la Macarena constitue un corridor écologique vital pour de nombreuses espèces animales. Fragile, il est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique et la déforestation. Une vingtaine de rivières de la région ont la particularité étonnante de se colorer de pourpre, de rose, de jaune, de bleu ou de vert pendant plusieurs mois de l'année. Une vieille légende autochtone a longtemps tenu les intrus à l'écart de ces merveilles. Une princesse se serait réfugiée dans l'une de ces rivières avec son amant, un Indien de basse extraction. Pour la punir, son père lui aurait jeté un sort, une malédiction éternelle. Depuis lors, elle souffrirait d'une menstruation anormalement longue, colorant ainsi la rivière de rouge durant 6 mois de l'année. À l'époque contemporaine, la Macarena est restée longtemps coupée du monde extérieur. Occupée par les groupes rebelles des FARC, elle a été totalement inaccessible pendant un conflit armé de plus de 60 ans. Depuis le retour de la paix en 2016, les scientifiques ont été les premiers à revenir dans la région. Ils sillonnent le fleuve Guayabero qui traverse la Serranía de part en part, puis remontent les rivières colorées qui viennent s'y jeter. Leur objectif ? Étudier les fragiles écosystèmes de ces cours d'eau encore largement méconnus. Le biologiste Carlos Lasso et son équipe ont centré leurs recherches sur un affluent du fleuve Guayabero, l'une des plus belles rivières du pays et des plus faciles d'accès, le Caño Cristales, une rivière dont les Colombiens sont très fiers. D'où viennent les couleurs qui la teintent et lui ont donné son surnom de rivière arc-en-ciel? Carlos a découvert que certaines couleurs de la rivière sont le fait d'une plante aquatique rare, qu'on trouve nulle part ailleurs au monde, la Macarenia clavigera. À certains endroits, le lit de la rivière est littéralement recouvert d'un tapis de ces plantes légères. Elles s'accrochent aux roches et ondulent gracieusement dans le courant rapide, dans un ballet aquatique saisissant. La coloration de la plante aquatique Macarenia clavigera est encore inexpliquée. Mais on sait que dans les zones où le rayonnement solaire est important, la plante est dans un stade d'évolution qui s'exprime par une couleur rouge ou rosée. Et si l'on descend sur le cours inférieur du Caño Cristales, dans des zones plus encaissées, où le rayonnement est théoriquement plus faible, on trouve une coloration exclusivement verte.
Ces deux grandes couleurs, rouge et verte, on ne sait pas les expliquer. Elles sont probablement liées à plusieurs pigments qui jouent un rôle central lors de la photosynthèse. Il faudrait mener des études plus approfondies pour définir leur rôle précis. Au final, il est très probable qu'il s'agisse de la même espèce de plante et non de deux espèces différentes. La Macarena clavigera ne se trouve qu'en Colombie. Ici, elle s'est adaptée au courant fort de la rivière en adoptant une forme géométrique avec de multiples branches. C'est une forme hydrodynamique qui lui permet de n'opposer aucune résistance au courant. Elle offre donc un potentiel d'application biomédicale très intéressant, notamment en termes de résistance des matériaux. Ce potentiel est très important pour le futur. La rivière a creusé son lit à travers des roches très dures de la famille du quartz. Ces roches, dépourvues d'argile ou de fragments de terre, sont la raison de cette eau si cristalline qui lui a donné son nom de Caño Cristales en espagnol. Sa conductivité est très faible, comme celle de l'eau distillée. C'est la preuve qu'elle contient peu de sels minéraux et peu d'éléments nutritifs pour les végétaux et la faune aquatique. La clavigera est l'une des rares plantes qui ait réussi à s'y développer. Elle utilise le rayonnement solaire et l'oxygénation qu'apporte le courant pour effectuer sa photosynthèse. Les rares particules en suspension lui fournissent les minéraux dont elle a besoin. Les multiples branches de la Macarenia clavigera abritent de petites crevettes et quantité de micro-organismes dont viennent se nourrir des poissons de petite taille, des espèces endémiques qu'on ne trouve qu'ici. Ils constituent le repas favori des poissons carnivores, comme ce poisson tigre à l'affût, chasseur vorace, dont la mandibule agit comme une tenaille. Les poissons servent aussi de nourriture à de nombreuses tortues aquatiques, comme ce cynosterne de l'Amazone, un excellent nageur. Et tout en haut de la chaîne alimentaire, on trouve des caïmans de petite taille qui dépassent rarement le 1,50 m. Ils peuvent rester de longues heures à l'affût, cachés sous l'épais tapis de clavigera. Mais de quoi peuvent bien se nourrir ces caïmans dans cette rivière si peu peuplée, prêts à bondir sur la première proie qui viendra à leur portée ? La nuit est le moment idéal pour capturer quelques beaux spécimens de ces reptiles. Carlos et ses deux assistants Mario et Rayo sondent les moindres recoins de la rivière. Chaque créature rencontrée vaut d'être capturée. Elle constitue une mine d'informations sur ce monde aquatique unique. L'eau est froide et parfois profonde.
Le plus souvent, elle est opaque et l'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Alors, on a comme une poussée d'adrénaline en pensant aux menaces et aux risques que notre travail pourrait créer. Encore aucun caïman en vue. L'équipe repère une tortue bossue, active la nuit. En broutant les végétaux et en dispersant ses semences, cette tortue forme un maillon essentiel de l'écosystème de la rivière. Ses œufs constituent une source de nourriture importante pour les oiseaux et les serpents d'eau. En inspectant la rivière, l'équipe a réveillé une petite tortue à cou latéral qui se repose généralement la nuit. Mais Mario a enfin repéré un caïman. Un caïman nain de Cuvier. Ramené au camp, l'estomac du caïman est vidé. En 5 ans d'observation, Carlos et son équipe ont constaté que les caïmans du Caño Cristales se nourrissent de lézards, de scorpions, de chauves-souris et même d'oiseaux. Pour pallier au manque de proies aquatiques, les caïmans se tournent donc aussi vers des animaux terrestres venus s'abreuver à la rivière. Le lendemain matin, le caïman est pesé, mesuré et marqué. C'est la deuxième fois qu'il est capturé par l'équipe de Carlos, à seulement 11 mois d'intervalle et 150 mètres de distance. Une information très intéressante. Nous essayons d'estimer la densité de population et avons trouvé un maximum de 2 à 3 individus sur un tronçon de 100 mètres. Ça montre qu'ils sont territoriaux, et cela non seulement entre mâles et femelles, mais aussi envers les autres animaux. C'est parce que les ressources alimentaires sont limitées que les caïmans sont territoriaux. Le Caño Cristales abrite donc de nombreuses espèces animales, mais peu d'individus, du fait d'un potentiel alimentaire restreint. Pour se rassasier, ils doivent donc défendre leur territoire et leur garde-manger avec acharnement. La forêt qui borde le Caño Cristales est l'habitat d'une faune riche et variée. Chacun de ces étages abrite des mammifères différents. La cime des arbres, à 40 mètres du sol, est le territoire des saïmiris, de petits singes écureuils. Ils mesurent de 30 à 50 cm et possèdent un visage de petit diable. Ils ne descendent quasiment jamais de leur arbre, buvant l'eau stagnante recueillie par les feuilles ou s'agrippant aux branches basses pour atteindre la rivière. Actifs et curieux, les singes écureuils possèdent les plus gros cerveaux de tous les êtres vivants, en rapport à leur petite taille. Ils se déplacent sur 4 pattes à la cime des arbres, effectuant de nombreux bonds pour rejoindre les strates inférieures. Pour renforcer leur prise sur les branches, ils urinent sur leurs pieds et leurs mains. Organisés en groupe, les singes écureuils inspectent les arbres feuille après feuille, à la recherche d'insectes, d'araignées ou de chenilles dont ils se nourrissent.
Certains d'entre eux sont chargés de repérer les indésirables et les prédateurs, notamment les rapaces. Ces guetteurs poussent des cris aigus en cas de danger ou pour signaler l'intrusion d'une bande rivale sur leur territoire. Au final, ils sont les singes les plus bruyants et les plus bavards d'Amérique du Sud. Solitaire, nocturne et bien plus discret, le tamandua passe le plus clair de ses journées caché dans les arbres. Il enroule sa longue queue autour des branches pour descendre sans tomber. Ses griffes puissantes l'aident aussi bien à grimper qu'à ouvrir les nids d'insectes ou à se défendre contre ses prédateurs. Il est particulièrement vulnérable au sol, du fait de sa lenteur. À son menu, termites, fourmis et abeilles. Le sol est le territoire des pécaris et des tapirs. Dans la journée, le tapir se cache dans les fourrés et les hautes herbes. Il vient boire à la rivière à la nuit tombée. Il se sert de sa petite trompe pour attraper les feuilles dont il se nourrit, mais aussi comme tuba, lorsqu'il plonge dans l'eau pour mieux échapper à ses prédateurs. Cette faune diversifiée du Caño Cristales est le sujet d'étude de la biologiste Angélica Diaz. Depuis 5 ans, elle mène un recensement exhaustif à l'aide de pièges photographiques. Lorsqu'on s'enfonce dans la forêt pour y installer les pièges photos, on découvre toute une variété de micro-espaces que la nature a créés ici. C'est grâce à eux que la faune et la flore sont si variées sur ce site unique. La Macarena est au croisement de l'Amazonie, de l'Orénoque et des Andes. Les espèces qui habitent ces régions convergent toutes vers la Macarena, ce qui explique sa très grande biodiversité. Les mammifères ont besoin de boire de l'eau. Et comme les parties les plus élevées de la Macarena souffrent d'un manque d'eau, ils sont obligés de descendre vers le Caño Cristales. C'est le cas des petits mammifères qui attirent à leur tour les plus grands qui se nourrissent d'eux. Ainsi, toute la chaîne alimentaire se retrouve autour de la rivière. Avant de poser les pièges photos, on cherche des traces des animaux, des pistes, des empreintes, des indices qui montrent que les animaux passent bien par là. Ça nous permet d'augmenter les chances que la caméra prenne des images d'eux à leur passage. Je suis toujours accompagnée d'un guide lors de mes recherches. Cela améliore mon travail d'étude, car je peux tirer parti de ses connaissances du terrain. On fait un échange de savoir en quelque sorte. Et je lui apprends à installer et à utiliser les pièges photos. Mon but, c'est que les communautés locales disposent des outils nécessaires pour surveiller la faune et pour prendre les bonnes décisions quant à la préservation de la biodiversité. On va voir quelle surprise nous réserve ce piège photo. Quand on sera de retour au camp, on regardera les photos et on saura quels petits animaux sont venus se désaltérer. Autour du Caño Cristales, nous avons recensé 41 espèces de mammifères moyens et grands.
C'est un site d'une grande diversité. Il y a des espèces de taille moyenne, comme les agoutis, et des espèces beaucoup plus grandes, comme le tapir, le jaguar, le puma ou des canidés discrets, comme peut l'être le chien des buissons à oreilles courtes. De retour au camp, Angelica et son guide Don Armando font l'inventaire des clichés pris par les photos ces dernières années. Ils retrouvent une grande diversité de mammifères de toute taille, y compris plusieurs félins et canidés, habituellement très difficiles à voir. Un chien des buissons à oreilles courtes. Comment vous l'appelez ici? Un chien de la savane. Et il y en a plein ici. Vraiment? Oui. C'est intéressant car on est aux confins nord de son habitat. C'est un animal de l'Amazonie. Celui-là est tout petit. Regarde, Une martre. on dirait qu'elle a été attaquée. Regarde, elle a des Oui, égratignures. oui, je vois. Regarde, Ah oui, on le voit bien. C'est un tapir mâle. Les plantes et les animaux du Caño Cristales sont aujourd'hui confrontés à une nouvelle menace. La région de la Macarena souffre depuis quelques années d'un déficit en pluie. Pourtant, chaque averse permet à la forêt de se régénérer et à certains animaux de sortir pour s'alimenter. C'est le cas de cette tortue denticulée, la 3e plus grosse tortue terrestre au monde. Elle profite de la fraîcheur apportée par la pluie pour se mettre en quête de champignons, de fruits tombés des arbres, de petits vers ou de chenilles. Les précipitations sont aussi nécessaires pour alimenter le Caño Cristales et éviter que son niveau ne baisse trop, au risque d'assécher ses plantes aquatiques colorées. Cet iguane vert ne supporte pas la sécheresse. Il a besoin d'une hygrométrie comprise entre 70 à 90%. Son régime alimentaire se compose de végétaux. Bien à l'abri dans les fourrés bordant la rivière, il n'a guère besoin de bouger pour se restaurer. L'iguane vert peut dépasser les 2 mètres de longueur. C'est le plus grand de cette famille de sauriens. Comme tous les reptiles à sang froid, il est obligé d'alterner entre l'ombre et la lumière pour réguler sa température. C'est aussi un bon nageur. Il peut rester sous l'eau une demi-heure pour fuir ses prédateurs, les faucons, les chouettes et les anacondas. Dans la rivière se tapit un autre prédateur redoutable, le serpent corail d'Amazonie. Lui aussi ne pourrait survivre sans la rivière. Il y passe le plus clair de son temps. La nuit, le serpent corail d'Amazonie se nourrit de petits amphibiens, de poissons osseux et d'anguilles. Sa morsure est assortie d'un puissant venin qui conduit à la paralysie des nerfs et à un arrêt cardiaque fatal. On n'en connaît aucun antidote pour l'homme.
Sur son cours inférieur, le Caño Cristales quitte les gorges étroites de la Serranía pour s'enfoncer dans une forêt de plaine. Celle-ci joue un rôle essentiel pour le maintien d'une bonne hygrométrie sur le cours supérieur de la rivière. La forêt, inondée 6 mois de l'année, entretient une zone d'humidité qui favorise un haut niveau d'évaporation. Sans cela, les pluies seraient moins abondantes sur la rivière. La zone constitue aussi un formidable garde-manger pour les animaux de la rivière, pendant les 6 mois que dure la saison sèche. On trouve ici des populations assez abondantes d'oiseaux, de mammifères, de poissons et de reptiles, parce qu'il y a beaucoup de nourriture. C'est différent du Caño Cristales, qui est pauvre en nutriments. Ici, dans cette zone très productive, la chaîne alimentaire formée par tous ces animaux est complète. On le voit bien avec toute cette matière organique qui tombe en décomposition. Tout ça fait qu'il y a de la nourriture pour toutes les espèces. Si la rivière a perdu ici son eau cristalline et sa plante aquatique colorée, la richesse alimentaire qu'elle procure permet à de nombreux animaux de peupler sa forêt. C'est le cas des aramacao multicolores, des perroquets très fidèles. Les partenaires demeurent unis jusqu'à la mort. Et voici le boa émeraude, une espèce arboricole qui attrape ses proies par surprise et les asphyxie par constriction. Il chasse les lézards, les grenouilles et les singes écureuils. Ce serpent est très agile dans les arbres. Sa robe vert vif lui permet de se camoufler dans les feuilles pour éviter d'être repéré de ses prédateurs, les aigles notamment. Le boa émeraude n'en reste pas moins une espèce menacée d'extinction. La forêt inondée est un paradis pour ce martin-pêcheur nain, qui se nourrit de petits poissons et de vers. Il a beau être le plus petit de sa famille, il sait se montrer agressif et jaloux du moindre intrus qui ose pénétrer sur son territoire. Mais aujourd'hui, le visiteur est une femelle, et elle est la bienvenue. L'accouplement des martins-pêcheurs nains peut se prolonger pendant près d'1 semaine. Plus tard, mâles et femelles se relaieront pour couver les œufs. Avant de rejoindre le fleuve Guayabero, le Caño Cristales débouche sur un lac majestueux que la population appelle la lagune du silence. Le Caño Cristales est une rivière, une masse d'eau en mouvement. La lagune du silence est très différente. Elle a probablement été formée par un processus de capture de rivière. Lorsque le fleuve Guayabero déborde en amont, il inonde également cette lagune et lui apporte un autre type de substrat. La diversité d'oiseaux qu'on trouve dans la lagune du silence est due à la grande variété de nourriture disponible, mais aussi à la présence d'arbres dans lesquels les différentes espèces peuvent venir se nicher. Par exemple, ici on trouve des palmiers bâches. Et lorsqu'ils meurent, leur tronc se dénude, permettant à des insectes de s'en nourrir. On trouve fréquemment des palmiers bâches au bord des lacs et des rivières de Colombie. Ils constituent des maillons essentiels de ces écosystèmes car ils abritent de nombreux oiseaux comme le oisin huppé. Cette espèce d'oiseau au look préhistorique, vieille de 18 millions d'années. Le oisin se nourrit de feuilles et de fruits, dont certains peuvent être toxiques. Pour assimiler la cellulose des feuilles, il dispose d'un jabot de grande taille et héberge des bactéries capables de les dégrader.
C'est le seul oiseau au monde qui ait un tel système digestif. Ce sont des oiseaux bruyants. Quand ils tombent dans l'eau, les petits voisines peuvent remonter sans problème dans l'arbre, parce qu'ils ont une sorte de griffe à crochet qui leur permet de grimper sur le tronc et de revenir au nid. Les voisines huppées ont l'habitude de former des colonies sur les rives des lagunes et des rivières du bassin de l'Orénoque et de l'Amazone. La zone du Caño Cristales est très menacée, en premier lieu par la déforestation. Celle-ci provoque une série de phénomènes qui peuvent affecter le bien-être de la nature et de ses populations animales. Dans cette région isolée, l'élevage est une activité importante et le gagne-pain de nombreux habitants. Afin de disposer de grandes prairies pour le bétail, de nombreux propriétaires recourent à la déforestation. Car le bétail est une vraie richesse. Les bêtes fournissent des peaux, de la viande et du lait qui est transformé en fromage. Mais pour les scientifiques, le développement de l'élevage et la déforestation qui l'accompagnent sont une menace pour l'équilibre écologique de la région. Ils réduisent l'habitat disponible pour les animaux sauvages et modifient le climat local. Si l'on continue à raser les forêts autour du Caño Cristales, on va perdre ce trésor naturel qu'on protège depuis des années dans cette région. L'avenir de la rivière est intimement lié aux pluies. Or, on sait que les précipitations diminuent lorsqu'on déforeste, lorsqu'on rase la végétation. Et s'il ne pleut pas assez, la rivière mourra. Sensibilisé par les scientifiques qui l'assistent, le fermier Don Armando a décidé de limiter son activité d'élevage et de ne plus couper les arbres. À la place, il a aménagé sa ferme pour y accueillir des touristes. Les populations locales sont vraiment très attachées au Caño Cristales. C'est un trésor naturel dont on tire beaucoup de bénéfices, nous les riverains, grâce au tourisme. C'est pour ça qu'il est important de protéger la faune. Quand on est arrivé dans la région, il y avait plus de forêts, plus de végétation, et on voyait beaucoup plus d'animaux. Mais ces derniers temps, le travail qu'on mène avec les scientifiques et les recensements qu'on effectue ont montré qu'il y a de moins en moins d'animaux. Parce qu'ils vont ailleurs, là où la forêt est restée intacte. Pourtant, ici, on pourrait proposer des activités touristiques pendant toute l'année. On organise déjà des observations d'oiseaux. Alors, plein d'autres choses peuvent être proposées aux touristes. Les communautés qui vivent au bord de la rivière Caño Cristales ont compris que la préservation de la biodiversité est la clé de leur avenir économique. Elles se sont rendues compte que la nature qu'elles ont préservée pendant tant d'années est un atout essentiel et qu'elles peuvent tirer parti de ses beautés d'une manière durable. Mario, l'assistant de Carlos, habite à la Macarena depuis une dizaine d'années. Il s'intéresse particulièrement aux oiseaux. La région en compte 420 espèces, un véritable paradis pour les passionnés. L'un des principaux représentants est le pic de Malherbe, facilement reconnaissable à sa crête rouge. Il se nourrit de termites, de larves et de fourmis arboricoles. En les cherchant, il creuse des trous dans les troncs, qui serviront ensuite de nid à ces petits ou à d'autres espèces.
Mario fait partie des 130 guides qui accompagnent les visiteurs au Caño Cristales. Le nombre total de touristes est limité à 300 par jour. Ils sont répartis en petits groupes qui partent explorer les abords de la rivière. Le Caño Cristales est visité par 10 à 12 000 touristes par an. Ils viennent ici pour admirer ses couleurs, mais pas seulement. Ils sont aussi attirés par les beautés de la nature de la région et tous les animaux qu'on trouve sur la Macarena. Il y a des règles de visite très strictes. Il n'est possible de s'y baigner qu'à certains endroits bien précis. Il est interdit d'utiliser de la crème solaire, de l'anti-moustique ou tout type de produits chimiques qui pourraient affecter la clavigera. Les touristes viennent au Caño Cristales pour voir quelque chose de différent, quelque chose d'unique, un écosystème qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est grâce à la Macarena clavigera, ses couleurs et sa beauté que tout le monde veut voir. À quelques kilomètres du Caño Cristales, Juan Pablo Bueno s'est tourné vers le tourisme pour préserver la biodiversité de la zone. Il a repris un morceau de forêt au bord du fleuve Guayabero et a créé la Manigua, un domaine à la fois touristique et animalier où abondent les singes. Il est très facile de voir des singes à la Manigua. On trouve ici 5 espèces différentes. Par leur comportement et par le fait qu'ils dispersent les semences, ces animaux remplissent un rôle essentiel dans la forêt. Le matin ou le soir, on peut entendre les cris des singes hurleurs. Ce sont des cris rauques et forts, comme une vocalisation gutturale qui résonne énormément. C'est particulier. Ces primates ont une anatomie totalement unique chez les singes. Un os hypertrophié près des cordes vocales leur permet d'amplifier grandement leurs cris et d'être entendus jusqu'à 5 km de distance. Les singes hurleurs délimitent leur territoire avec leurs cris. C'est comme ça qu'ils avertissent les autres groupes de singes hurleurs que ce bout de forêt est le leur. C'est pour ça que leurs cris sont aussi forts. Mais ils ne crient pas forcément parce qu'il y a une menace ou parce qu'un autre groupe de singes hurleurs est proche. Ils crient simplement tous les matins. C'est une habitude quotidienne pour eux. Les singes hurleurs vivent à la cime des arbres, arrimés aux branches par leur longue queue préhensile, qui peut soutenir aisément leurs 15 kilos. Ils ingèrent près d'1 kilo de feuilles par jour, ce qui les oblige à faire la sieste pour digérer cette grande quantité de cellulose. Le jour tombé, Juan Pablo, en biologiste passionné, va souvent observer le petit monde de la forêt,
qui la fait vivre en décomposant et recyclant les matières organiques. Dans la lumière des torches, chaque racine, chaque tronc, chaque motte de terre révèle une faune grouillante qui chasse, se repose ou se décompose lentement dans la fraîcheur moite de la nuit. Les araignées se postent en embuscade, au sol ou dans les arbres, attendant le passage de leur proie. Elles les détectent grâce à leur vision nocturne, ainsi qu'à l'aide de leur soie, ces poils sensibles aux vibrations qui couvrent leur corps. Voraces, elles garantissent que les populations d'insectes ne deviennent pas trop importantes. Cette petite chenille de papillons opsiphanes raffole des feuilles de palmier. En les éliminant, elle permet à des plantes du sol forestier de recevoir assez de lumière pour pousser. La fourmi balle de fusil est l'une des plus grosses au monde. Elle est en outre munie d'un dard venimeux dont la piqûre provoque une douleur instantanée et extrêmement vive, d'où son nom. Cet insectivore chasse en solitaire autour de son nid. Elle aussi contribue à la régulation des populations. Juan Pablo ne se satisfait pas de préserver la faune et la flore de la forêt. Il compte aussi étendre leur territoire. Aussi, il a créé une pépinière dans laquelle il essaie de faire pousser des essences locales. Balsa, prunier monbain et faux caroubier. Semaine après semaine, avec sa collaboratrice Maria, ils essaient d'identifier le bon degré de maturation que doivent avoir les graines pour être plantées, ainsi que le bon dosage de nutriments et de fertilisants pour les faire pousser. Le domaine de la manigua est un projet d'adaptation, d'équilibre entre l'homme et la nature. Ainsi, une partie des revenus générés par le tourisme est consacrée à faire germer des plantes indigènes qui permettront de reconstituer les forêts de la Macarena. C'est un objectif très important pour moi. À ce jour, seul un tiers des graines plantées ont germé. Les jeunes pousses ont pu être replantées sur une zone de reforestation en bordure du domaine. La déforestation et le déficit en pluie ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur la Macarena. Les importants gisements de pétrole de son sous-sol attisent en effet les convoitises. En 2013, un permis d'exploration a été accordé à une société nord-américaine qui envisage une exploitation par fracturation hydraulique. Lorsque les compagnies pétrolières arrivent, au début, elles apportent du développement. Mais une fois que tout est fini, l'endroit est devenu un désert. On l'a vu à plusieurs endroits, là où il y a eu des exploitations pétrolières. Les nappes phréatiques sont épuisées, les terres sont plus arides, et il n'y a plus de quoi vivre. Donc, avec le pétrole, on va vivre bien pendant 10 ou 20 ans, mais ensuite on va faire quoi ? C'est une région extrêmement fragile sur le plan géologique. Si on y fait des extractions comme c'est prévu, cela va impacter les nappes phréatiques. Pourquoi effectuer des fractures hydrauliques dans un parc national tout à fait unique, au fort niveau d'endémisme, et dont les beautés naturelles font vivre toute une communauté? Je ne le recommande pas. La population locale s'est opposée avec véhémence au projet, forçant le président colombien Juan Manuel Santos à retirer le permis d'exploration en 2016. Mais la menace d'une exploitation pétrolière plane toujours. Pour Juan Pablo aussi, l'avenir de la Macarena ne doit pas reposer sur le pétrole, mais sur l'or vert de la forêt, ses ressources renouvelables et sa biodiversité. Reste à en convaincre la jeune génération, celle qui bâtira le monde de demain. Car pour préserver cette biodiversité,
il faut d'abord réconcilier les éleveurs et les agriculteurs avec la faune sauvage, en particulier avec les animaux qu'ils croient nuisibles. Sur la Macarena, la réaction normale d'une personne qui voit un serpent, quel qu'il soit, est de le tuer. Parce qu'elle panique, tout simplement. Je ne connaissais rien aux serpents. Je les tuais ou alors je m'enfuyais parce que j'avais peur d'eux. Isaac est le fils de mon voisin. Je lui ai montré les différentes espèces de serpents. Depuis, il m'aide pour les prises de vue. Il les tient pendant que je les prends en photo ou il m'aide à les attraper. Si je croise un serpent, où que ce soit, je vais l'attraper, ce n'est pas dangereux. Les serpents se nourrissent de grenouilles et de crapauds, mais aussi de rongeurs, qui causent des dégâts dans les cultures. La survie des reptiles est donc nécessaire pour réguler les populations et préserver l'équilibre des écosystèmes. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de pratiquement tout. Je n'ai plus qu'à prendre les photos pendant que lui s'occupe des serpents. Il les traite avec douceur et une grande maîtrise de soi. Maintenant, il aime la forêt, la nature, c'est son monde. Son profil WhatsApp est une photo de couleuvre. Faire changer de mentalité le père d'Isaac, c'est pratiquement impossible. Mais avec Isaac, je vois du potentiel. Et aussi avec son entourage, avec les autres jeunes. Cinéaste infatigable, Juan Pablo suit les moindres faits et gestes des pensionnaires de son domaine. Depuis plusieurs jours, il surveille un nid de colibris. Cet oiseau est le plus petit au monde, mais il peut voler jusqu'à près de 100 km à l'heure. Il peut faire du surplace et voire même reculer, aptitude dont il est le seul à disposer parmi la gente à plumes. En plein vol, son cœur peut battre jusqu'à 1200 fois par minute, un record. Juan Pablo cherche à sensibiliser les habitants de la Macarena à la fragilité de ce monde animal unique qui les entoure, comme aujourd'hui avec la fille de son assistante Maria. Aujourd'hui est un grand jour, celui où le bébé colibri va voler pour la première fois. Depuis 10 ans qu'il est installé dans la région, Juan Pablo a répertorié et photographié des dizaines d'animaux et filmé ses plus beaux sites. De son côté, Carlos continue son travail d'étude du fragile écosystème du Caño Cristales. Il a découvert plusieurs types d'éponges en différents endroits de la rivière, certaines ayant une couleur verte presque fluorescente. Leur présence témoigne que la région était sous l'océan dans un lointain passé. Carlos a aussi constaté que les poissons jouent un rôle dans la pollinisation des plantes aquatiques qui teintent les rivières de couleurs chatoyantes. Mais la fonction de ces colorations reste encore un mystère. Les plantes développent-elles des pigments colorés pour se protéger du rayonnement solaire? Ou sont-ils liés au taux d'oxygénation de l'eau et donc à la force des courants? La rivière Arc-en-Ciel est un lieu unique au monde, longtemps protégé. Les autochtones indiens lui prêtaient des vertus maléfiques et une vieille légende en écartait les intrus. Plus récemment,
La guerre civile et les rebelles en avaient fait une zone interdite. Aujourd'hui, ces riverains se battent pour un tourisme responsable et un développement maîtrisé. Mais ils doivent affronter la convoitise des compagnies pétrolières et le retour de la guérilla. La Macarena et le Caño Cristales sont des modèles de développement durable pour d'autres sites de Colombie et d'autres parties du monde. Et j'espère qu'ils feront des émules à l'avenir.